Ouais, ça, c'est un peu ce qu'on nous dit. Alors, il y a Rogelio, salut Rogelio, qui nous dit l'agence Info Libre a posté une vidéo dans la soirée d'hier devant le Grand Orient de France. Le franc-maçon qui parle à la fin de cette vidéo explique qu'on veut la mort, leur mort. Pourrais-tu l'inviter à Méta TV pour lui montrer qu'on est prêt à discuter avant? Pourquoi pas, s'ils acceptent, ce serait assez intéressant. On a déjà eu Thierry Messon en tant qu'ex-franc-maçon, mais avoir un franc-maçon officiel qui accepte de parler, pourquoi pas, il y aura tout un tas de questions à lui poser. Ça débunkerait un peu, c'est vrai, un peu plus, un peu leur mystère, parce qu'ils entretiennent ça aussi, ils aiment ce côté à part, mystérieux, ils parlent de société discrète, ils veulent pas se mélanger. Ça entretient aussi le fantasme et Bien sûr, on va dire le doute, la suspicion, elle naît de ça, quoi, de cette situation-là. tout à fait. Mais voilà, moi, s'ils acceptent, pourquoi pas, hein. Alors, on me dit aussi, que pensez-vous de la réconciliation comme le pense Alain Soral? Pour ma part, je pense que là est la solution. Il devient urgent de nous unir contre le mal. Nous sommes les croyants. Oui, alors j'ai pas envie de me fâcher avec qui que ce soit, hein, donc j'essaie d'être pondéré dans ce que je dis, parce que je sais que parmi les Soraliens, il y a beaucoup de gens qui sont certes intelligents, mais très susceptibles dès qu'on critique un petit peu Soral. C'est un peu, alors justement, alors ça c'est très important ce que tu dis, ça veut dire qu'il y a une forme de sectarisme aussi, Oui, tout à fait. de ce côté-là aussi de la résistance. C'est-à-dire autant on reproche aux autres leur sectarisme, hein, dès qu'on parle d'Israël, etc., et il y a un peu le même principe quand même pour Soral et aussi pour Dieudonné, où on ne peut pas critiquer sans Oui. être taxé, hein. Il faut qu'on accepte, chacun accepte d'être critiqué, c'est normal, dès qu'on se met en avant, c'est normal d'être critiqué, hein. Ouais, Donc, ouais. voilà, moi, j'espère ne pas avoir trop de problèmes avec les critiques que je reçois. Et voilà, donc pour parler plus du sujet, donc... Pile. Ah, on a un problème de Changement. changement, ok. Ok. Putain, je réfléchis. Je ne crois plus le journal, c'est la faute à Soral. J'écoute plus la radio, c'est la faute à Dieu de vous. Je bouffe plus de propagande, l'on a trop fait Hollande. Je plains les jeunes idiots, Méric et Besancenot. Je suis tombé sur l'air, même Dieu ne sait pas comment. Chaque fois que j'y fais un tour, ça me fait revoir mes jugements. Je regarde des vidéos et je me fais mon opinion. Je me dis que je serais pas seul pour faire la révolution. Le savoir en malin, merci monsieur Guy. Ok, changement de pile inopiné, mais bon, vous nous connaissez bientôt, on va révolutionner le système, on va avoir des batteries parce que c'est une galère les piles. Et qu'est-ce qu'on se disait là? On parlait de Soral et de Voilà, réconciliation. la question, on répondait à la question de la réconciliation de Soral, voilà. Alors la réconciliation, c'est un but qui est très noble, mais qui est dur à atteindre. Voilà, et pour parler concrètement du cas de Alain Soral et de ER, ce qui me dérange un petit peu, c'est tout simplement qu'il vise la réconciliation officiellement, mais que certains de ses propos peuvent en fait avoir l'effet complètement inverse. Par exemple, quand il parle des effets positifs de la colonisation, des fois il en parle de manière un petit peu à l'emporte-pièce, je trouve, c'est mon analyse, hein. Je dis pas que j'ai raison, mais voilà, je trouve que c'est... Moi, en tant que... Si je me mettais à la place de musulmans ou d'Algériens, etc., ou de gens d'origine algérienne, je pourrais me sentir heurté par ces propos, parce que ils sont pas pondérés, je trouve. Ils sont trop... comme je l'ai dit plusieurs fois, mais voilà, je trouve qu'ils caricaturent un petit peu trop, à vouloir dire des choses qui sont intéressantes, mais à vouloir trop parler un langage, on dirait un langage de la rue, mais je pense que je suis même Un pas peu sûr que chartier des fois. je suis même pas sûr que ça lui corresponde vraiment à lui, en plus son fort intérieur. Non, et donc il veut faire des phrases chocs, des punchlines, et du coup il en vient à faire des généralités. Ce qu'on reproche des fois un petit peu dans le racisme, le vrai racisme, c'est de faire des généralités, c'est-à-dire des traits qu'ont certains peuples, d'en faire une généralité. Donc toi t'es comme ça, t'es forcément comme ça. Ou même après, je t'aime pas parce que t'es comme ça, t'es forcément comme ça. Et ben lui, parfois, quand il dit tout journaliste est forcément qu'à sa carte est forcément une pute, je ne suis pas sûr que ça aide à faire avancer le débat. C'est-à-dire que les journalistes ne vont pas se remettre en question parce qu'ils vont entendre cette phrase-là, c'est trop violent. Et d'un autre côté, ceux qui sont d'accord qu'il y a un problème avec les médias vont avoir un jugement qui va... Voilà, ils vont se dire, a priori, de toute façon, c'est un mauvais travail. Donc ils vont même pas voir la partie du travail qui est peut-être ne pas jeter à la poubelle. Donc c'est...
Voilà, personne ne sort gagnant finalement de ce genre de phrases. Alors que je trouve que c'est dommage parce que certains des bouquins édités chez Contre-Culture sont vachement intéressants. Et voilà, donc l'idée c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais quand on essaye vraiment d'œuvrer pour le bien commun, c'est très difficile d'avoir un but et d'avoir toutes les actions derrière, tous les mots quand on parle, qui sont en accord avec ces buts. Et j'en sais quelque chose parce que nous, notre devise c'est ce qui nous unit et plus fort que ce qui nous divise. Et plein de fois, on s'est pris la gueule avec des gens en interne, en externe, et des fois de manière très forte. Et ça nous a fait nous remettre en question, effectivement, parce qu'on a cette devise. Et voilà, donc on essaie de faire l'unité, oui, mais l'unité avec qui? Est-ce qu'on peut faire l'unité avec des gens qui rejettent l'autre pour leurs différences, voire de manière, on va dire, violente? On peut discuter avec eux, mais est-ce qu'on peut faire l'unité avec eux, s'associer à eux? Est-ce que Soral, quand même, il n'a pas... Je parle pas de Soral en particulier. Non, parce que comme c'est vrai, ils ont parlé de la réconciliation, je trouve qu'il a mené un pari fou, parce qu'il s'est dit en gros, je m'affiche, je vote FN, j'ai toute on va dire, le pays et l'ensemble du monde médiatique, politique contre moi, étant catalogué comme une Hitler ressuscité, enfin en gros, on n'est pas loin. Et ce mec-là a réussi quand même à faire, si tu veux, déplacer les lignes politiques, au point qu'une partie des jeunes de banlieue qui, de base, je veux dire par postulat, sont à l'antithèse de Soral, l'antithèse absolue. Ça devrait être leur ennemi absolu, Soral, dans la conception que le système a mis en place. Ça n'a pas fonctionné. C'est l'effet inverse. Mais il y a des effets positifs et négatifs. C'est-à-dire que faut pas nier qu'il a amené un certain électorat au Front National. Bon, ça c'est un effet. Après, on le juge positif ou négatif, ça dépend si on est pro-FN ou pas. Peut-être que cet électorat, si c'était pas exprimé par les urnes, il serait exprimé de manière plus violente. Donc c'est un débat compliqué. Après, il a un parcours compliqué. Il est passé par le communisme avant de venir au Front National. Et il s'en est un petit peu distancié, mais pas complètement. Donc, moi, je considère que après les effets positifs, ça peut être, voilà, il a un discours très intelligent, très documenté sur plein de sujets. Donc, il fait réfléchir plein de gens sur plein de sujets. Ça, c'est l'effet positif. Après, lui-même n'est pas toujours très très clair avec certaines expressions quand il utilise la communauté organisée. Bon, on ne sait plus trop bien des fois si on vient d'arriver, s'il parle des sionistes ou s'il parle des juifs, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc ce qu'on reproche déjà à ceux qui font l'amalgame parmi certains sionistes extrémistes, ou même certains sionistes vraiment de droite, d'extrême droite, etc., c'est-à-dire de faire l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Voilà, si nous-mêmes on n'est pas impeccable dans nos propos quand on parle de questions juives, de questions sionistes, de toutes ces questions-là qui sont très, très, très délicates, il faut avoir des propos très pondérés. Et bien sûr que si nous on parle beaucoup d'Israël, c'est pas tellement d'Israël qu'on parle, c'est surtout des Palestiniens. Quand Ariel Wiesman me posait en off, parce qu'il m'a posé en on, j'ai pas répondu à cette question, j'étais trop dans mon fil conducteur, donc j'ai pas répondu à cette question. Mais quand il m'a demandé, mais les Israéliens, ils n'ont pas le droit d'avoir leur pays. Aujourd'hui, on est 60 ans après. Donc la question, c'est pas celle-là. La question, c'est les Palestiniens. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit à leur pays? On ne répare pas une injustice par une autre. C'est tout simplement ça. Et il faut aborder ces questions-là avec calme, avec respect, avec dignité, et pas avec des réflexes pavloviens, comme il y a beaucoup de... Dès qu'on parle de ces questions-là, on peut plus... souvent, il n'y a plus de débat possible, mais alors que c'est dommage, parce que finalement, ça nous conditionne beaucoup. À chaque fois, on nous parle d'Hitler, on nous parle du syndrome de Munich, on nous parle, etc. Ouais. La quenelle, c'est un salut nazi inversé, ils en reviennent tout le temps à ça. Donc finalement, c'est même plus nous qui sommes omnubilés par ça, c'est eux finalement. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que, enfin je dis plus, ça n'a jamais été nous. Mais quand bien même certaines personnes, parce qu'ils ont des origines juives ou parce qu'ils s'intéressent à l'influence du lobby sioniste, bon ben voilà, l'influence du lobby sioniste vient en partie de la communauté juive. Comme si on s'intéresse à la mafia italienne, bon ben on va s'intéresser à des napolitains, ou la mafia corse, ben on va s'intéresser à des corses, c'est pas du racisme. C'est juste que voilà, maintenant, à un moment, si c'est l'euphémie, bon ben c'est l'intelligentsia voilà, anglaise, française et américaine, voilà, tout dépend des domaines, quoi. Donc chaque domaine, voilà, il y a des gens derrière, il y a des organismes, il y a des familles, parfois, comme les Rothschild, on a entendu parler, rester débranchés, mais c'est pas que eux, puis même chez les Rothschild, il y a des gens très bien. Donc tout ça, c'est des questions très compliquées. Voilà,
Bah là, Quelle est la part de libre arbitre de la part d'un enfant qui naît dans une famille Rothschild? Voilà, j'aimerais bien qu'on me l'explique déjà. C'est pas évident. Il refuse une interview. Alors on nous dit pourquoi le cercle des volontaires ne fait pas de reportage sous couverture pour s'introduire dans des lieux dits secrets comme le dîner du siècle ou les loges maçonniques, même si je sais qu'il faudrait se faire coopter pour y pénétrer, je pense que ça pourrait nous en dire plus à la façon Alex Jones. Oui, en fait, certains volontaires y ont déjà pensé. Bon, il y a Rue des Espions qui propose des équipements, mais bon, chaque internaute peut le faire. Hein. Oui, bien sûr. Après, nous, notre démarche, c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans une logique comment dire, on agit dans la lumière, c'est-à-dire que voilà, je dis pas qu'il faut pas faire des reportages en caméra cachée, parce que sinon, des fois, il y a certaines injustices qu'on pourrait pas dénoncer. Mais nous, on essaye plutôt d'établir un dialogue. Donc on n'essaye pas de confronter les gens en scred par rapport à ce qu'ils font de mal. Non, on est là, on a interviewé par exemple un franc-maçon, c'était une dédicace, une séance de dédicace juste à côté du Grand Orient de France à Paris. Voilà, on lui a expliqué le cercle volontaire, bon par chance il ne connaissait pas. On a dit c'est la cocarde tricolore, la devise, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Il a dit deux bons points et tout. Donc voilà, parce que c'est vrai que voilà, c'est des idéaux que tout le monde peut avoir finalement, quoi. Et donc il a répondu gentiment à notre question. Et puis nous on a essayé d'aller ni trop loin ni trop pas assez loin, c'est-à-dire on n'est pas là pour se fâcher avec lui, on essaie là pour lui tirer un peu les verres du nez quand même, quoi. Sinon on n'est pas journaliste, quoi. Et donc c'est une démarche qu'on essaie d'avoir avec n'importe qui, même quelqu'un avec qui on est d'accord, on essaie de poser des questions que d'autres pourraient se poser, quoi. Même si on n'est pas tout à fait d'accord avec d'autres, voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent mais pourquoi ça, donc je me refais le relais de ce souci. Voilà, donc aujourd'hui je parle beaucoup, mais nous on est à la base beaucoup dans une démarche où on donne la parole à. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que tu fais d'ailleurs ce soir. Ouais, c'est exactement ça. Beaucoup la parole. Mais c'est le concept de l'émission. C'est le concept. Alors il y en a qui sont fâchés contre les journalistes. On nous dit Claude 34, les journalopes sont des putes. Il a totalement raison. Pas d'esprit critique, c'est le chèque qui compte à la fin du mois. Tout le monde se couche devant le dieu argent. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains. C'est vrai qu'il ne faut pas catégoriser tout le monde. On sait qu'ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Après, chacun a son avis. Hein. Moi, je vais pas dire il faut brûler Soral parce qu'il a dit ça. Voilà, c'est son avis. D'autres le partagent. Moi, je trouve que c'est caricatural. Mais bon, après, voilà. Alors, on nous dit aussi, Raphaël, je me fais le porte-parole des idées panafricaines de Kémy Séba, entre autres. Que pensez-vous du bug dans la matrice que pourrait constituer un grand exode des descendants d'immigrés d'Afrique et du Maghreb vers leur continent d'origine? Vous imaginez un repli identitaire qui pourrait réconcilier ces jeunes en manque de repères avec leurs racines et laisser les Européens leur continent avec leurs propres valeurs? Trop avant-gardiste, c'est Alasso qui nous dit ça. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris. C'est un concept que j'entends de plus en plus parler, qu'on appelle la remigration. Oui, alors ça c'est vraiment pas nouveau. Il y a notamment, alors moi je viens du reggae, donc je connais un petit peu le rastafarisme. Exodus. Marcus Garvey, donc qui était un pasteur jamaïcain qui avait prophétisé, donc il avait prophétisé le couronnement en Afrique d'un roi qui allait changer le cours de l'histoire. Et il s'est trouvé que Haïlé Sélassié a été couronné quelques années plus tard en Éthiopie. Et donc Haïlé Sélassié est devenu, aux yeux d'une certaine partie de la population jamaïcaine et même du monde, l'incarnation de Dieu sur terre, et donc le descendant du roi Salomon et de la reine de Saba. Et donc du Christ, pour les exégètes. Et donc voilà, donc c'est toute une histoire, mais c'est vrai que après avoir fait cette prophétie, donc c'est un des pères aussi donc, du rastafarisme, il est parti à New York, et là-bas, donc il militait pour le repatriation des Noirs d'Afrique et des Caraïbes, et d'ailleurs, vers la terre d'Afrique, la terre-mère. Ils avaient le Liberia qu'on leur avait donné en plus. Voilà, c'était magnifique. Il y a eu aussi le Chachamani qui a été une terre donnée par Haïlé Sélassié après la Seconde Guerre mondiale aux Noirs de la diaspora pour pouvoir s'installer. C'est pas très très grand, mais bon, voilà, c'est en Éthiopie. Il y a quelques Rastas, quelques centaines, je sais pas, même peut-être quelques milliers de Rastas qui sont installés dans ce pays. Mais sinon, donc, il y a aussi beaucoup de Jamaïcains qui ont fait le repatriation au Ghana, parce que c'est un peu plus confortable que l'Éthiopie, et donc il y a un petit peu plus de confort, on va dire. Voilà, parce que les Caraïbes, c'est par rapport à certaines parties de l'Afrique qui sont beaucoup moins développées en termes de critères occidentaux. Voilà, donc après il faut savoir se reconditionner. C'est pas tout de revenir au bled entre guillemets, mais voilà, c'est pas les mêmes critères, quoi. Ouais, mais ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'il imagine qu'il pourrait y avoir un mouvement migratoire inversé. Alors c'est très compliqué parce qu'il y a des gens qui ont envie de ça, il y a des gens qui n'ont pas envie. Donc après c'est d'abord un libre arbitre. Mais ce que je remarquerais, c'est que Marcus Garvey, et ça a été très controversé d'ailleurs, parce qu'il était un leader noir, il y a une histoire comme quoi il a rencontré, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, qu'il aurait rencontré le leader du Ku Klux Klan de l'époque, puisqu'ils avaient un but commun. Le but commun c'était
les Noirs de rentrer en Afrique, et pour le Ku Klux Klan, les Noirs qui partent Et qui partent des États-Unis, que les États-Unis restent blancs. Mais alors la Black Star Line, la fameuse compagnie donc, pour laquelle il y a eu deux paquebots d'acheter, je crois, mais il n'y en a aucun qui a fait le trajet des États-Unis jusqu'en Afrique. Mais il a vendu plein d'actions, donc il y en a plein qui l'accusent d'être aussi un petit peu un escroc. Bon, après l'histoire à mon avis est assez complexe, mais voilà, donc il y a eu plusieurs courants de gens qui disent revenir aux terres d'origine. Mais je pense qu'il faut que ce soit, faut que ce soit possible, et deux, il faut que ce soit volontaire, c'est-à-dire que c'est un choix de chacun. Je pense que c'est ni personne, ni tout le monde. C'est-à-dire que c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui soient fraîchement immigrés, ou qui soient des immigrés de deuxième, troisième génération, reviennent au pays de leurs origines, parce qu'ils vont apporter aussi une ouverture d'esprit, pas juste un savoir-faire, mais aussi une ouverture d'esprit, un œil différent. Ils vont retrouver certaines de leurs racines peut-être, qu'ils connaissaient même pas, mais ou s'ils sont fraîchement immigrés, bien sûr qu'ils connaissent, mais ils vont apporter aussi, permettre qu'il y ait une société civile active qui soit éduquée, qui ait eu accès à l'alphabétisation, à la lecture, à tout, à Internet, etc. Il y a beaucoup d'immigrés qui maîtrisent très bien tous les nouveaux moyens de communication. Et aujourd'hui, c'est essentiel aussi pour pouvoir développer le tourisme, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est important qu'il y ait des gens qui puissent revenir, quoi. Ça, c'est très important. De toute façon, clairement, il y a un débat sur l'immigration, de toute façon, qu'il va falloir ouvrir en France. Ce débat, on peut dire que c'est vrai que le Front National l'a ouvert dans les années 80, c'était perçu, ça a été un cheval de bataille de la gauche, et jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est une position presque anti-immigrée, c'est-à-dire si vous osez critiquer l'immigration, vous êtes un raciste intégral. C'est vrai. Mais ce qui a changé maintenant, c'est que les Noirs et les Arabes en parlent. C'est ça qui a changé. Mais alors moi, ce qui me gênait aussi jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on a eu droit à deux positions un petit peu caricaturales. C'était l'omerta d'un côté, on n'a pas le droit d'en parler, etc., où c'est bien l'immigration, même à gauche. Ouais. Et à droite, à l'extrême droite, c'était l'immigration c'est mal. Voilà. C'est deux caricatures. Deux caricatures, ouais. Et puis il y avait aussi une certaine omerta, c'est-à-dire il se passe rien. Et alors il y a deux choses. Déjà, il y a eu un repli identitaire suite au 11 septembre, pas de la faute des musulmans, mais de la faute des médias et on va dire des élites occidentales, c'est-à-dire qu'ils ont stigmatisé quand même beaucoup les musulmans. Donc forcément, en retour, il y a une partie des gens qui sont d'origine musulmane et qui sont musulmans qui font un repli identitaire, c'est logique. Et d'autres choses, il y a, je sais plus ce que l'on disait juste avant, pardon. Sur cette génération, quoi, la remigration. Voilà, donc l'immigration, c'est un phénomène naturel. On oublie de dire que c'est d'abord un phénomène naturel. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Donc le présenter comme quelque chose qui soit jamais problématique, c'est faire l'autruche, mais dire que c'est forcément un problème, c'est faire du populisme de bas étage, quoi. C'est faire du populisme qui mène... Oui, et puis croire qu'on pourra empêcher toute immigration aussi. Oui, parce que c'est facile en période de crise, quoi, de dire voilà, il y a tant d'immigrés et il y a tant de chômeurs. C'est très facile, sauf qu'on voit très bien où ça mène. Et moi, je suis pas en train de faire dire envoyer les heures les plus sombres, c'est pas du tout ça. Par contre, il faut faire très attention au discours qu'on mène. Les immigrés, c'est des êtres humains. Et même si immigrés, en plus, le terme il est galvaudé, puisqu'aujourd'hui on dit immigrés, mais ces générations-là ne sont plus immigrés, sont en France. Non, mais je parle après, parce qu'on mélange les Roms, on mélange... Voilà, parce que les gens qu'on parle de certaines personnes qui sont pointées comme des immigrés, des fois on en est à la quatrième génération de Français, quoi. Bien sûr. Donc il faut faire très attention à quoi on parle, de quoi on parle, mais même, je dirais qu'il ne faut pas oublier que même ceux dont on ne veut pas dans la communauté nationale, ceux à qui on ne veut pas donner l'identité française, qui restent ou qu'on veut qu'ils restent ou qu'on veut qu'ils partent, il faut les respecter. C'est des êtres humains. Et autant nous on veut s'organiser bien en France, et puis je pense en Belgique pareil, etc. Chacun a envie de bien s'organiser d'une manière beaucoup plus démocratique, beaucoup plus de justice sociale, etc. Pas de guerre menée en notre nom pour des motifs obscurs ou mercantiles, mais vraiment une vraie démocratie. Bien sûr. Mais autant il faut il faut comprendre que l'immigration, donc, c'est un phénomène naturel. Et qu'au-delà de ce phénomène naturel, il y a des phénomènes facteurs d'immigration. Premier facteur d'immigration, c'est que l'Occident, quand même, d'une manière générale, pille pas mal les pays du tiers-monde, entre guillemets, parce qu'on n'utilise plus trop cette expression. Et puis maintenant, il y a certains pays émergents qui profitent aussi, qui participent aussi à ce pillage. Et donc, ce pillage profite extrêmement peu aux populations locales. On voit quelques exceptions dont j'ai parlé tout à l'heure en Bolivie, où là, ça se passe plutôt bien. Il y a eu quand même de l'argent qui est redistribué, etc. Mais il y a plein de pays où c'est pas redistribué. Donc, il y a un pillage. Donc, à partir du moment où vous amenez de la corruption, parce qu'en plus, non seulement vous pillez les ressources naturelles, à la limite, vous pouvez dire,
ils s'en servaient pas, donc voilà, tant pis pour eux. Mais c'est cynique, mais en plus on avait avec ça la corruption, on avait avec ça les rébellions, on avait avec ça la guerre civile. Ouais. Les guerres, Oui, bien sûr. la guerre, on sait très bien que la guerre de Libye en plus a été une des causes majeures du conflit au Mali et du conflit en Centrafrique. Donc on joue à l'apprenti sorcier depuis longtemps en Afrique, et pire que ça, on est des fauteurs de guerre, on est des pilleurs, on est des fauteurs de corruption. Donc je parle là des élites françaises, quoi, et de tous ceux malheureusement qui travaillent plus ou moins consciemment pour ce système, quoi. Voilà, donc c'est délicat. Effectivement, l'immigration, donc le premier facteur. Deuxième facteur, c'est la propagande aussi. La propagande via le cinéma, via la télé, etc. Donc beaucoup d'Africains croient qu'en France, c'est le paradis. Alors, c'est pas le paradis. Une fois qu'ils sont ici, ils déchantent. Mais ça, ils ont beau revenir à un pays, c'est indicible, qu'ils osent le dire ou qu'ils osent pas le dire. C'est quelque chose d'assez parce qu'ils gagnent plus d'argent. Parce que même le mec, quand il revient... Parce qu'il se sacrifie, même ici, il se sacrifie, il se serre la ceinture, même s'il gagne que 400 €, il va se sacrifier pour essayer d'envoyer 10 € ou 50 €. Et ce qui est là-bas, effectivement, représente beaucoup. Donc voilà, mais par contre, ils disent rien des conditions de vie ici, des conditions de travail, parce que sinon, voilà... Ou quand ils le disent, on les croit pas, quoi. Et quand ils reviennent, ils essaient de revenir parce que ça, avec les bras chargés de cadeaux. C'est-à-dire que tous ceux qui font un peu cette espèce d'apologie de l'immigration, mais sans avoir un petit peu de recul, c'est une forme d'esclavage, parce que ces gens qui viennent travailler dans les chantiers, payer une misère. Il y a de tout, il y en a qui font des études aussi, qui sont très bien. Aussi. Mais la majorité. Mais la majorité sont des bras de main-d'œuvre qui viennent parce que pour faire les emplois, d'ailleurs, que les Français ne veulent pas occuper parce que mal payés, mauvaises conditions de travail. Aller travailler dans les usines de merde, aller faire les boulots de femmes de ménage, aller travailler dans les restaurants. Donc le gros patronat en profite, et un certain petit patronat, pas tous, mais un certain petit patronat en profite pour payer moins, pour payer le moins possible, voire même faire des conditions de travail qui sont proches de l'esclavage parfois. Voilà, donc c'est tout ça qu'on dénonce, bien sûr. Et après, donc c'est tous ceux qui organisent aussi cette immigration illégale, bien sûr, c'est un problème. Mais le véritable problème, c'est que déjà dans ces pays-là, donc il n'y a pas les chances de développement. Si les gens ils partent pas par bonheur, ils partent parce qu'il y a la guerre, ils passent parce qu'il y a la misère, parce qu'il n'y a pas de chance de pouvoir développer un commerce, etc. Des choses de base, quoi. Oui, c'est ça. Parce que en changeant la situation là-bas sur place, on va maintenir les populations. Ça, on avait eu ce débat avec Nicolas Gbou en parlant du franc CFA, où effectivement, l'immigration est une conséquence même du sous-développement économique qui ronge l'Afrique et qui fait qu'il y a une main-d'œuvre. Ça, c'est fou le franc CFA. Mais quand même, ce qui est grave, c'est que demain, peut-être que si ça se relève l'Afrique, ils vont aller chercher des mecs ailleurs. Ah oui. On va faire venir des mecs de Papouasie ou d'endroits où les gens sont encore plus pauvres. C'est-à-dire que là, il y a une double difficulté, c'est-à-dire que avant, on intégrait des populations italiennes, portugaises, etc., qui avaient une culture proche, puisque catholique, chrétienne, etc. En tout cas, de blanc. Parce que finalement, les étrangers, comme disait Charles Couture dans une chanson, l'étranger qu'on préfère encore, c'est celui de couleur, parce qu'on le repère de loin. Il le disait bien sûr en inversé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre à pied de la lettre, c'était une dénonciation du racisme. Mais voilà, ça dit bien que finalement, ceux qui ont aussi souffert le plus du racisme, c'est les Noirs, parce que, évidemment, et tous ceux de couleur. Donc ça a été plus difficile pour d'autres immigrés de s'intégrer jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que l'État qu'il faut accuser, il y a aussi la population française qui est, c'est un racisme qui est naturel, malheureusement, et qui provient de l'ignorance, de la peur de l'autre, et qui est partagé dans tous les coins du globe. C'est-à-dire que, quand on n'a jamais vu un blanc dans un village d'Afrique, quand la première fois qu'on voit un blanc, on rit, ou on a peur, on monte les doigts, on peut s'enfuir en courant. Moi, j'interprète pas ça comme même un black va préférer, à la limite, que sa fille se marie avec un black plutôt qu'un asiatique ou qu'un sud-américain. Voilà, sans parler de considération d'argent ou les mariages arrangés, etc. Mais il y a ce côté où on aime bien... Ce qui est bien, c'est que des gens... Parce que le métissage, c'est pas, en fait, c'est ni un danger, ni un but. Voilà, faut jamais être extrémiste. C'est-à-dire que c'est pas un but que tout le monde se métisse. C'est très bien qu'il y a des gens qui veulent rester entre blancs, qui veulent se reproduire entre blancs ou entre noirs. C'est très bien qu'il y en ait qui se métissent, qui aient le choix. C'est qu'on puisse avoir le choix. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que c'est ni un but, ni quelque chose qu'il faut éviter, quoi. C'est ni un danger. C'est quelque chose de naturel. C'est très bien d'ailleurs qu'il s'il y avait que du métissage, il n'y aurait plus de blanc, il n'y aurait plus de noir, donc on perdrait en diversité de couleurs, parce que l'humanité c'est comme un jardin de fleurs finalement. Voilà, Dieu nous a donné la diversité. Je dis ça pour les musulmans. On va faire la deuxième pause. Et mon cher Schnapp, je te précise, oui effectivement, Raphaël a bien dit que l'immigration était un phénomène naturel, parce qu'il disait
Remigration, phénomène naturel. Mais en fait, non, t'as dit immigration, phénomène naturel. Oui, c'est l'immigration, le phénomène naturel. Oui, parce qu'on on parle rarement de gaieté de cœur, et en plus, Bah des fois, oui. c'est cher, c'est très très risqué. Oui, non, mais t'as tout à fait raison de préciser que c'est un phénomène naturel. Il y a toujours eu de l'immigration de tout temps, de toutes les époques, de tous les siècles, jusqu'à l'homme des cavernes qui migrait dans une autre caverne un peu plus loin. Et voilà, c'est un phénomène naturel, tout à fait. Après, nous, qu'on accepte ou pas dans la communauté nationale, c'est-à-dire qu'on donne des papiers français aux gens ou pas, ça nous regarde. Ouais. Quelque part, on a le droit de décider collectivement, mais qu'on donne un statut légal aussi à ceux qui sont là. Ça sert à rien de garder des clandestins, etc. dans des camps. Ah oui, oui, oui. Voilà, Oui. il faut être honnête. Qu'on facilite le retour pour ceux qui n'arrivent pas à s'intégrer, c'est-à-dire que ce soit volontaire et non plus quelque chose de... Comme ça on les attrape, mais on se croirait dans quel monde, quoi. C'est fou. Donc on facilite le retour parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à s'intégrer, que ni économiquement, ni socialement, ni culturellement des fois, parce que c'est un choc aussi. L'une des premières choses qu'ils remarquent ici quand ils arrivent à Paris, c'est que personne ne se sourit, personne ne se parle dans la rue. Eux ils viennent de culture où les gens rigolent, passent une partie, ils peuvent faire un détour d'une heure ou deux chez un tel ou un tel parce que voilà, il a appelé du haut de la fenêtre, et, voilà, ils vont discuter, ils vont te raconter, ils ont un autre rythme de vie et un autre rapport à la vie, au bonheur. Ici, nous, on n'a plus le temps d'être heureux. On n'a plus le temps, mais est-ce que aussi, c'est pas dû, je fais mon avocat du diable, justement à la cohésion sociale qui a été complètement fracturée. D'abord, c'est le dieu argent. Le dieu argent qui fait qu'effectivement, on est passé d'une société qui était catholique, chrétienne, avec tous les travers aussi qu'il y avait dans le catholicisme, du Vatican. Je ne suis pas là pour chanter les louanges du Vatican, mais dans le message chrétien, comme dans la plupart des grandes religions, ou si ce n'est la totalité, il y a quelque chose de très positif. Et qui fait que oui, il y a un humanisme, il y a une fraternité, il y a voilà, tu dois aider ton prochain, tu dois aimer ton ami, même, c'est même plus valorisé, puisque c'est plus dur que d'aimer son ami. C'est facile d'aimer son ami, mais c'est difficile d'aimer son ennemi. Voilà, il ne faut même pas haïr quelque part les Sarkozy, les Bush, les compagnies. Il ne faut même pas les haïr. Et puis c'est plus dur de faire la paix avec son ennemi. Ils sont à plaindre. C'est Isaac Rabin qui disait ça. On fait la paix d'ailleurs qu'avec un ennemi, donc c'est plus difficile. Ce qu'il faut chercher, c'est pas leur mort, c'est arrêter qu'ils nuisent. C'est-à-dire nous-mêmes construire une autre réalité. C'est-à-dire voilà, s'organiser autrement. Et puis après, on verra bien comment faire en sorte que ce soit plus eux. Et si nous-mêmes, on a déjà nos propres banques, même si elle est fictive, mais qu'on a déjà créé, une banque sociale. Si on a déjà nos circuits maraîchers, etc., qui sont grandissants, qui sont réels, et on crée une seconde réalité, et bien un jour on se passera de leur monnaie, on se passera de leur bois, on se passera de leurs flics, parce qu'on aura d'autres... Voilà, on aura créé des villages alternatifs. Ça peut prendre de diverses manières, cette constituante. Il ne faut pas les attendre, il ne faut pas attendre les politiques, il faut s'organiser de nous-mêmes. Donc moi je considère que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Ceux qui supportent plus le système et qui vont vivre en village alternatif, mais ils ont tout à fait raison. Il en a parlé ici, on a eu Jean-Luc Cadio, on a beaucoup évoqué ce genre de village. On va faire une petite pause et on revient juste après, voilà, pour la troisième partie, la postée, la deuxième. Vous avez posé vos questions et puis on revient juste après, toujours avec Raphaël. Il y a Mika, il y a Steph à la régie. À tout de suite, à vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne pour la troisième partie, toujours avec Raphaël du Cercle des Volontaires. Je précise, parce que c'est votre petit nom, le Cercle. Le Cercle, des fois on s'appelle le Cercle, le CDV des fois. Le CDV aussi, voilà. Alors on nous dit, tu vois, il y a des gens qui suivent, ils disent bonsoir à l'invité, à tous les métanautes. L'initiative populaire d'organiser une réflexion sur une future constituante me semble réaliste. Plutôt que d'aller à l'affrontement contre le système, les gens autour de moi non dissidents adhèrent à cette idée et sont prêts à s'investir, c'est toujours ça de gagner. Ouais, je suis à 100% d'accord, c'est-à-dire qu'en fait ce qui manque un petit peu dans une certaine partie de la dissidence, c'est l'espoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec le système, comme j'ai dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on propose à la place? Et c'est là où il faut essayer de trouver un truc fédérateur, et plutôt de trouver un projet de gauche ou de droite, ou même un projet très défini, autant essayer plutôt d'écouter ce que le peuple a à dire, même si c'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Écouter le peuple, voilà, faire les cahiers de doléances, c'est un travail monumental, mais je pense qu'on est suffisamment nombreux aujourd'hui dans la dissidence et dans les milieux alternatifs, citoyens, résistants, après chacun a sa sensibilité, quoi, qu'on soit plutôt de gauche ou de droite, pour justement se retrousser les manches, et ça permettra en plus de se surveiller les uns les autres, qu'il n'y en ait aucun qui essaie de tirer la couverture à soi, quoi. Le fait que ce soit organisé par plein de citoyens et issus de plein de mouvements différents, quoi.
Parce que c'est vrai que ça foisonne, hein. Ça, ouais. Les citoyens constituants, il y a la Mais il y a vraiment une envie l'association d'échange. constituante, Ouais, ouais. il y en a plein qui se battent pour ça aujourd'hui. Parce que de toute façon, la constituante, c'est quand même le cœur nucléaire du fonctionnement politique, quoi. C'est ça, c'est là constitution. que tout va jouer, quoi. Tout à fait, dans une constitution, il y a déjà tout qui est écrit en fait. C'est les fondements de la République. Après, il y a tout le reste à écrire, parce que forcément tout dans le détail ne sera pas écrit dans dans une constitution, pardon. Mais c'est la base. Il y a quand même des très grands principes qu'on peut ériger dans une constitution, quoi. C'est ça qui est Voilà, intéressant, tout quoi. à fait. Il y en a qui sont de mauvaise langue, qui disent oui, les blancs avec des dreadlocks c'est toujours catastrophique, en faisant référence certainement au morceau des Colocs qu'on a vu tout à l'heure. C'est très bien ce morceau, je suis désolé, je suis pas d'accord, c'est Gaspard Tacus. Et puis de toute façon, Rasta, c'est pas une couleur de peau, il y a Morgan Heritage qui l'a chanté, il y a le groupe, il y a Alpha Blondy aussi qui a fait un très beau morceau là-dessus. Ouais, parce que ça c'est un peu un tabou, les Rasta blancs, j'ai envie de Oui, dire. comme disait Alpha Blondy, chantait Alpha Blondy, t'as pas besoin d'être un dread pour être un Rasta, t'as pas besoin d'être un black pour être un Rasta, et t'as pas besoin de fumer de chocolat, tout le monde aura compris, pour être un Rasta. Donc après, c'est d'abord une philosophie, plus qu'une religion, puisqu'il n'y a pas de clergé unificateur, etc. Donc c'est aussi chacun l'interprète un petit peu comme il veut. Après, il y a plein d'influences chrétiennes, juives, puisqu'il y a une réinterprétation de la Bible et donc de la Torah, enfin de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Il y a des influences aussi indiennes, puisqu'il y a eu au 19e siècle des travailleurs indiens qui sont arrivés avec des graines de sensibilia, pas de sensibilia, mais ouais, des graines de ganja, puisque ganja c'est un terme qui vient par rapport au gange, comme bang, etc. Donc ils ont apporté plein d'éléments dans la culture jamaïcaine. Et donc c'est ce côté aussi un petit peu, voilà, on est une unité, il y a une unité dans l'humanité, quoi. C'est très important. Et ça, les Asiatiques ont beaucoup à nous apporter. Donc, moi, je lisais un débat qui avait lieu à l'empereur de Chine, à la cour de l'empereur de Chine en 80 avant Jésus-Christ. Donc, voilà, ça remonte à plus de 2000 ans. C'est un texte qui a traversé l'histoire, c'est un peu miraculeux. Ça s'appelle le Yanti Lun. J'en ai publié une partie sur mon blog, en traduction. Donc la dispute sur le sel et le fer. Et en gros, c'est les indignés de l'époque, mais bien représentés, hein, puisque ce sont les sages et les lettrés du peuple qui viennent à la cour pour présenter un peu les doléances et dire tout ce qui ne va pas, quoi, et donc ils se plaignent auprès du grand secrétaire du Premier ministre, donc qui représente le gouvernement. Voilà, donc c'est un débat qui dure sur plusieurs jours et qui est très très intéressant et qui est très moderne. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est que les problématiques qui se posaient, en plus eux à l'époque ils se référaient déjà à plusieurs centaines d'années d'histoire parce qu'ils citaient tel roi, telle histoire qui s'était passée des siècles avant. Donc il faut voir qu'ils ont une culture, c'est impressionnant, quoi. Et une continuité dans leur histoire qui est très intéressante. Et donc ce qui m'intéressait, c'est de voir comment le peuple se plaignait finalement, parce qu'il y avait des débats vraiment de fond, au-delà de simples débats sur le monopole d'État, sur certaines denrées, etc., mais qui posaient quand même des problèmes philosophiques sur la liberté, etc. C'est cette notion que à élite corrompue, on obtient un peuple corrompu. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement se plaignait que voilà, les gens dans les champs étaient désœuvrés, c'est normal, regardez comment les administrateurs sont corrompus, comment on prélève trop d'impôts pour la guerre, etc. Donc ça donne pas envie de travailler, quoi. Donc voilà, et les sages et les lettrés donnaient plein d'exemples d'autres époques où le gouvernement était vertueux, les élites étaient vertueuses, et du coup le peuple était vertueux. C'est-à-dire que le peuple, bon, le but c'est qu'il soit plus que ce soit plus un peuple de suiveurs, bien sûr, le but c'est qu'on soit tous libérés. C'est-à-dire qu'on soit tous capables d'agir de manière vertueuse, même si on a une élite qui n'est pas vertueuse. Mais en attendant, c'est bien aussi d'avoir des élites vertueuses. Donc il y a une problématique. Je ne dis pas que tout le monde est corrompu, dans le sens d'élite, mais c'est vrai qu'il y a un problème aujourd'hui de valeur dans notre société, quoi, ça c'est sûr. Est-ce que le peuple, justement, il n'a pas besoin, justement, à fond maintenant de choisir ses élites? Bah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous donne un choix très restreint, très scénarisé. On a le droit entre la gauche et la droite, comme je dis, entre maman et papa, quoi, tu vois, avec bleu pour le papa et rose pour maman, c'est caricatural, quoi, mais c'est un petit peu ça. Alors qu'en fait, il nous faut les deux, quoi, et il nous faut quelque chose surtout de sensé, qui favorise à la fois les peuples et les individus, mais ni l'un contre l'autre, c'est-à-dire il faut autant de liberté que d'équité. Voilà, parce qu'il y a une espèce de bien commun, en fait, qui est au-dessus de ces simples divergences droite-gauche qui n'ont plus de sens, quoi. Voilà. Clair. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut-être manque à une certaine partie de la dissidence, c'est tout ce qui est amour, art, humour, magie, enfin quelque chose. Il faut de l'espoir, quoi. Il faut quelque chose que ce soit quelque chose. Ça peut pas être quelque chose de purement rationnel, de purement intellectuel, de purement politique. Il faut que ce soit un changement de conscience aussi au niveau des gens. Et même si c'est pas tout le monde, que ce soit une masse critique de gens.
Et c'est pour ça que je parle des fois de révolution spirituelle au-delà d'une révolution politique. C'est aussi une révolution spirituelle. Pas dans le sens où on va avoir une nouvelle religion, mais on va avoir un autre rapport à nous-mêmes, à tout, aux autres, et surtout déjà donc, à la conscience politique, parce qu'il en faut un peu. On n'a pas besoin d'être aware entre guillemets sur tout, mais c'est bien de savoir voilà, pour qui nous dirige, pourquoi, et est-ce qu'ils le font dans le bien de tous ou dans l'intérêt de quelques-uns. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup les lobbies finalement, donc des intérêts particuliers qui ont le haut du chapeau, quoi, qui décident un petit peu comment ça se passe, quoi, qui mènent la danse. Ouais. Mais le peuple, justement, il n'intervient à aucun moment dans le processus. Et c'est ça qui est dommageable, vraiment. Oui, et donc il faut reconnaître aussi comment le peuple est, parce qu'à une époque je me disais, mais si on remplace l'élite par un échantillon pris au hasard du peuple, finalement avec les enjeux de pouvoir et les pressions qui sont... voilà, est-ce que le peuple se comporterait d'une manière meilleure que les élites qu'on a aujourd'hui? C'est pas certain, parce que finalement il y a aussi le pouvoir qui corrompt. Il y a plusieurs grands penseurs qui l'ont dit, c'est la tentation qui fait ça. Ouais, donc après c'est une question aussi de comment est valorisée la vertu. Est-ce qu'on valorise l'avoir, l'argent, ou est-ce qu'on valorise l'être, la vertu, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui on manque cruellement de valoriser la vertu. Et ça passe. Alors le problème c'est effectivement d'avoir aujourd'hui une laïcité qui soit franc-maçonne, c'est-à-dire qui beaucoup finalement fait taire les religions, quoi, et plutôt que de les faire cohabiter pacifiquement. Et c'est un problème, parce que du coup, il n'y a plus beaucoup de valeurs qui restent à part le Vincent Payon, on explique lui-même, la laïcité est une religion. Donc voilà, ça veut dire on n'avait pas compris, on nous a menti quand même sur le principe de base. Parce qu'on nous a dit c'est un principe qui respecte toutes les religions. Et aujourd'hui, on a Vincent Payon qui nous explique non, c'est une religion. Et qui a vocation en fait à éliminer les autres religions, si je l'entends comme ça. Dans la logique franc-maçonne et la logique laïque franc-maçonne en tout cas. D'un côté, il y a une partie de la population qui a faim, qui a du mal à joindre les deux bouts, voilà, et des fois qui a même du mal à payer son logement. Et d'un autre côté, il y a aussi des gens qui s'interrogent par rapport au sens de notre civilisation. C'est-à-dire que même ceux qui sont bien, entre guillemets, bien lotis, se posent beaucoup de questions par rapport à donc, quel est le sens de notre civilisation, quel est le sens de ma vie déjà sur Terre, et quel est le sens de notre civilisation qui domine le monde un peu d'une manière, et qui nous emmène droit dans le mur dans bien des sujets.